Bienvenue dans le tête-à-tête décideur, avec aujourd'hui une entreprise qui s'attache à améliorer les performances des exploitations agricoles depuis plus de 50 ans. À l'heure où l'agriculture française doit affronter des défis de plus en plus difficiles à relever en termes économiques et environnementaux, Semences de Provence recherche et développe des solutions concrètes pour répondre aux enjeux du moment. Nous allons en parler avec nos deux invités. Julie Toussaint, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Semences de Provence et nous avons avec nous également Laure Pitroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing et commercial de la société. Julie Toussaint, peut-être pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Que fait exactement Semences de Provence ? Alors, Semences de Provence, c'est une société qui a été créée il y a un peu plus de 50 ans maintenant, en 1965, par des agriculteurs du sud de la France, avec pour objectif de créer des variétés de sorgho, de riz, de blé dur, plus adaptées aux conditions du sud de la France. Depuis, d'autres gammes ont été développées, notamment des gammes de légumes secs, comme le pois chiche, les lentilles, le haricot lingot, mais également ce qu'on appelle des plantes de service, donc des intercultures, des couvertures de sol, des enherbements, qui permettent de limiter le salissement des parcelles, de limiter le désherbage, de conserver plus d'eau au niveau du sol avec les conditions climatiques que nous pouvons avoir aujourd'hui, parfois difficiles. Et nous avons également développé une gamme de mélanges fourragers pour l'élevage plus résistant au sec et plus résistant aux hautes températures. Aujourd'hui, la société Semences de Provence fait partie d'un groupe coopératif, le groupe Arteris. Et qui dit groupe coopératif dit que ce sont encore les agriculteurs qui sont à la gouvernance de ce groupe et qui donc amènent vraiment un côté très pratico-pratique, très lié à la terre, à nos activités. Nous nous concentrons aujourd'hui sur deux activités principales, la recherche, donc la création de nouvelles variétés, et le commerce, la mise en marché de ces nouvelles variétés, sachant que la production des semences est effectuée par les agriculteurs de notre groupe coopératif en France. Alors, il y a un mot quand même que vous avez prononcé, et je ne suis probablement pas le seul à ne pas le connaître, c'est sorgho. Qu'est-ce que c'est que le sorgho ? Alors, le sorgho, c'est une plante qui est le cousin ou la cousine du maïs et de la canne à sucre, par exemple. Aujourd'hui, vous ne le connaissez pas, le sorgho, mais c'est la 5e céréale au niveau mondial. C'est une plante qui a été domestiquée en Afrique de l'Ouest il y a à peu près 10 000 ans, qui s'est ensuite répandue en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Puis, comme c'est une denrée peu périssable et assez riche en composants alimentaires, elle a été embarquée sur les bateaux pour aller vers la découverte des Indes, vers la route de la soie, et ensuite à l'époque gallo-romaine jusqu'à l'Europe. De nombreuses années plus tard, les grands navigateurs européens l'ont emmenée ensuite aux États-Unis. Donc c'est une plante tropicale à l'origine, donc qui n'aime pas le froid. Pour vous donner un exemple, son zéro de végétation, c'est 12 degrés. Donc c'est une plante qui aujourd'hui en France est cultivée au printemps et en été. On la sème à peu près fin avril, début mai, et elle va se récolter en septembre-octobre. Il existe différents types de sorgho. On a des sorghos que l'on appelle sorgho grains, donc des sorghos que nous allons récolter pour leurs grains, les grains pouvant aller du roux orangé jusqu'au blanc. Pour d'autres types de sorgho grains. Et ensuite, c'est une plante qui est également utilisée dans les élevages pour faire du fourrage. Alors, soit par ensilage, donc le fourrage est haché menu en petits morceaux pour être conservé dans les élevages, soit en pâture directement. Il y a des sorghos qui sont plus ou moins feuillus, plus ou moins herbacés, je dirais. Et donc aujourd'hui, pourquoi on est là à parler du sorgho ? Parce que c'est une plante qui a une meilleure valorisation de l'eau, un système racinaire très profond qui décompacte le sol et qui donc répond aujourd'hui à des besoins en termes d'environnement et d'écologie. Alors on va voir dans un instant toutes les applications qu'on peut faire avec le sorgho, mais Laure Pitroy, je me tourne vers vous. Quel marché ça représente en France ? C'est vrai qu'on a du mal à se figurer, alors même qu'on vient de comprendre que le sorgho, c'est quand même une plante très importante. C'est ça, c'est une plante qui est importante et c'est une plante qui intéresse de plus en plus les agriculteurs et les consommateurs derrière. Aujourd'hui, ça représente 122 000 hectares en France sur la campagne 19-20 qu'on vient de terminer, sachant que cette surface, elle a doublé en 3 ans. Donc en fait, on est vraiment sur une dynamique qui est très positive, qui se développe, aussi bien sur le sorgho roux que sur le sorgho blanc, mais aussi du coup sur les sorghos en silage et fourragés, donc le fourrage qu'on donne directement aux animaux. Et donc le sorgho se développe sur toutes ces zones d'élevage.
sachant que donc on a des bassins de production qui sont historiques, notamment dans le sud de la France et surtout l'Occitanie. C'était vraiment les bassins qui cultivent du sorgho depuis à peu près 60 ans. C'est pas un hasard que vous soyez basé à Nîmes. Oui, voilà. C'est ça, tout à fait. On est sur une plante qui historiquement était plus cultivée dans le sud de la France, mais en fait on se rend compte que depuis quelques années, il y a un nouveau bassin qui se développe dans le centre-ouest, toute la partie centre-Val de Loire, notamment l'Indre aussi. Et donc c'est en train de devenir un bassin très important pour le sorgho. Alors quels sont les avantages d'en cultiver et puis quels usages on peut en faire? Ça y est, on y vient. Oui, alors les avantages, le sorgho, donc, comme disait ma collègue, c'est vraiment une culture qui aime bien la chaleur et donc qui va avoir un bon comportement généralement dans des conditions de stress hydrique. Elle va arriver à mieux valoriser l'eau. Elle a des structures de résistance qui lui permettent vraiment d'optimiser. Un système racinaire qui va descendre très profondément dans le sol, qui va lui permettre d'aller chercher l'eau en profondeur. Après, c'est aussi pour les agriculteurs une solution de diversification. C'est-à-dire que dans leur rotation, donc ils utilisent plusieurs cultures et le fait d'apporter une culture en plus, c'est intéressant parce que ça va leur permettre de limiter les risques. Ils vont peut-être avoir une parcelle de maïs, de blé, de sorgho et donc plusieurs cultures et donc ça va leur permettre de limiter les risques. S'ils ont une casse sur l'un, ça va peut-être bien marcher sur l'autre parce que les conditions climatiques de l'année font que ça a bien marché pour le sorgho, par exemple. Donc avantages économiques et aussi avantages environnementaux clairs, hein. Complètement. Le sorgho, c'est une culture aujourd'hui qui a besoin d'assez peu d'intrants. Donc, d'un point de vue écologique aussi, c'est une culture qui est assez peu demandeuse il faut la désherber, mais on n'a pas forcément besoin d'autres produits à mettre pour sa culture. Et le fait aussi qu'il y ait un système racinaire qui soit très développé, ça permet en fait aussi d'avoir un impact sur la structure du sol. Et donc, la culture qui va être implantée derrière, elle va bénéficier en fait de l'impact qu'il y aura eu sur la structure. Ça va aérer le sol en profondeur et ça c'est bénéfique pour la culture suivante. Et alors en termes d'usage maintenant? Alors en termes d'usage, l'usage principal aujourd'hui en France et en Europe, c'est principalement un usage pour l'alimentation animale. Aujourd'hui, quasiment 90% de l'utilisation, c'est pour les animaux. Donc, vous allez avoir le sorgho grain, où en fait, il est transformé par des usines pour faire de l'aliment pour les animaux. Ça va être une source d'amidon, notamment pour ces animaux, donc d'énergie. Et ensuite, il y a aussi la partie en autoconsommation, c'est-à-dire que les agriculteurs qui font le sorgho fourragé, ils vont le récolter et le donner directement à leurs animaux. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation principale du sorgho. Ensuite, il y a un développement aujourd'hui de tout ce qui est usage plutôt industriel. Donc l'usage industriel, principalement, il va y avoir la méthanisation. Par exemple, ça va être une source d'énergie verte dans le mix énergétique de la France. Donc on peut se servir du sorgho pour ça. Ça a un bon pouvoir méthanogène. Donc pour faire de l'électricité, c'est ça que vous voulez dire? Oui, alors soit du biogaz, ouais. Soit avec un système de cogénération, on peut aussi en faire de l'électricité. Incroyable, d'accord. Voilà. On peut aussi faire des biomatériaux avec le sorgho, puisque en fait il y a des fibres dans la plante et donc ça peut être utilisé pour faire des biomatériaux. Et également, donc c'est une plante qui peut être riche en sucre en fonction des profils de sorgho, riche en sucre et donc on peut faire de l'alcool et de l'éthanol pour faire du biocarburant. Donc voilà, on a une diversité au niveau de ces utilisations. Et la dernière utilisation qu'on peut avoir, qui est plutôt minoritaire encore aujourd'hui en France et en Europe, mais par contre qui est très importante en Afrique, c'est l'usage alimentaire pour les humains. En Afrique, c'est vraiment la céréale qui est la plus consommée, qui est vivrière, donc c'est-à-dire que les agriculteurs la cultivent pour pouvoir la consommer derrière. Nous, assez peu, mais il y a de plus en plus d'initiatives. Donc, par exemple, il peut y avoir une utilisation en termes de farine. Oui, alors justement, vous nous avez rapporté tout un tas de produits que je vais montrer à nos téléspectateurs pour qu'on voit bien à quoi ça ressemble. Voilà déjà la farine de sorgho. C'est ça. On peut faire des gâteaux. On peut faire des gâteaux. On peut faire des gâteaux. Par contre, donc, le sorgho, c'est une farine qui est sans gluten. Donc ça, c'est intéressant parce que avec des gens qui peuvent être allergiques au gluten, mal le digérer, ça leur permet de pouvoir se raccrocher à la cuisine, de pouvoir recommencer à cuisiner avec des produits qui sont sans gluten. En plus, le sorgho, c'est intéressant parce que c'est riche en phosphore, ça a un index glycémique qui est bas. Et donc là, le produit que vous présentez, c'est donc la marque Equibio qui le fait et qui a une marque qui est donc Ma Vie sans gluten et qui permet donc aux personnes qui sont intolérantes au gluten de pouvoir recommencer à cuisiner des produits alimentaires. Et puis donc voilà, c'est une marque qui est bio, qui est française et qui utilise le sorgho, qui développe le sorgho. Voilà, alors farine, quoi d'autre? Alors, quoi d'autre? Alors, on a également du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres. Alors, regardez ça, chers amis. Regardez ça, le superbe packaging en plus. Hop, ça s'enlève un peu comme une fleur.
Et voici donc du rouge à lèvres à base de sorgho. C'est ça, parce qu'en fait, le sorgho, il a aussi des propriétés qui sont tinctoriales. Donc en fait, ça veut dire qu'il a la capacité de pouvoir colorer différents produits. Et donc là, c'est cette propriété qui est utilisée pour faire les rouges à lèvres. Et donc, le produit que vous montrez ici, c'est un rouge à lèvres de la marque Le Rouge Français, qui est aussi une entreprise française qui utilise en fait des produits, qui fait que des produits bio et qui utilise des pigments naturels. Et donc, ils utilisent notamment pour deux de leurs rouges à lèvres le sorgho pour pouvoir teinter, colorer les produits et avoir voilà, toute une composition qui est exclusivement avec des pigments naturels et toute la composition est naturelle. Bon, et il y a à manger aussi que vous avez ramené. Oui, tout à fait. On a rapporté des pépites. Alors, on a essayé de chercher des choses également un petit peu plus fun au niveau alimentaire que de la farine, même si la farine nous permet de faire beaucoup de choses. Et donc, parmi diverses applications, il y a cette petite pépite au sens propre et au sens figuré. Donc, c'est la société Toumaï, une start-up montpelliéraine. Je salue Édouard et Monia au passage, qui ont créé donc un encas salé. Donc, c'est un peu comme un granola, mais salé, bio, 100% végétal, qui est composé de sorgho, mais également de petites épeautres et de pois chiches pour le côté protéines végétales, avec différents parfums. Alors, vous avez pris celui à la tomate, il me semble. C'est tomate et épices cajun, voilà. Et ici, nous avons épinards et ail des ours. Voilà. Donc, ces pépites peuvent être utilisées pour les randonneurs, les sportifs, pour avoir un petit encas en cas de coup de barre ou autre, mais peuvent être utilisées également en repas de midi pour faire un Pokéball. D'ailleurs, ils ont fait un packaging assez sympathique pour les petites fins. Voilà, il y a le petit paquet. Nous retrouvons également sur ce côté un peu fun de consommation du sorgho, le sorgho popé, donc un peu comme du popcorn. Nous allons avoir également du sorgho popé qui peut se retrouver sur le marché. C'est des produits qui sont beaucoup développés aux États-Unis, également en Australie, qui sont des marchés assez pionniers sur ce côté healthy, sans gluten, etc. Et donc ça arrive aujourd'hui en France. Et alors, nous avons quelque chose qui s'appelle le Quecho Mutai. Mutai. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Avec le sorgho, on peut faire des rouges à lèvres, du biogaz, des pépites, mais nous pouvons également faire de l'alcool. Donc, de la bière. Le sorgho peut être malté, donc on va pouvoir faire de la bière, on va pouvoir faire du whisky. Et au niveau mondial, en Chine, les alcools blancs sont appelés les baijiu. Et donc, parmi ces baijiu, il y a le maotai, qui est très 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 présent, qui est un alcool de sorgho et de blé, qui est fermenté 7 fois, distillé 8 fois, conservé ensuite 4 ans avant d'être assemblé et d'être commercialisé, et qui a un arôme qui ne ressemble à aucune autre vie qu'on puisse avoir en France. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de goûter le maotai, c'est quelque chose de très intéressant, et puis voilà, qui est aussi issu de sorgho cultivé à l'autre bout du monde. Alors Julie, vous avez également une activité très intense au niveau de la recherche et du développement. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Oui, alors aujourd'hui, la recherche sorgho au niveau de notre société est réalisée dans une société qui s'appelle Eurosorgho, qui est une société en joint venture, donc en association entre les deux très gros groupes coopératifs du sud de la France, le groupe Arteris, donc notre groupe, et le groupe Euralis. Et cette structure Eurosorgho a pour objectif de créer des variétés de sorgho toujours plus performantes, toujours plus adaptées aux conditions françaises et aux conditions européennes, même étendues à l'Ukraine, à la Russie, puisque les sorghos qui sont créés par cette société sont mis en marché sur tout cet ensemble de pays. Pour vous donner un ordre d'idée, donc le sorgho est un hybride, donc c'est le descendant d'un parent femelle et d'un parent mâle. Donc quand on travaille en recherche, en sélection, on appelle ça la sélection variétale, on doit sélectionner le papa, on doit sélectionner la maman pour avoir des bons papas et des bonnes mamans, et puis ensuite on sélectionne également le petit, l'hybride, donc sur ses performances agronomiques, puisque c'est ça que les agriculteurs vont semer. Aujourd'hui, pour tester, nous avons à peu près 18 000 lignes de pépinières de test et plus de 15 000 micro-parcelles. On appelle ça, on fait des petits carrés dans les champs. Vous avez peut-être déjà vu ça à la télévision ou en vrai. Donc tous ces petits carrés qui font comme un petit damier, c'est pour tester toutes les futures variétés possibles et pouvoir ne récupérer que les meilleures.
Donc on fait énormément de tests. On fait ces tests en France, bien évidemment. On a une quinzaine de sites d'essais, mais on fait également ces tests dans tous les pays dans lesquels on souhaite vendre du sorgho. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi, pour quels objectifs vous testez ces sorghos? Alors bien évidemment le rendement, parce que l'objectif premier, c'est quand même que l'agriculteur puisse avoir une production en quantité suffisante pour que ça soit rentable pour lui, mais également pour tous les avantages que Laure a pu vous citer, c'est-à-dire toujours plus de résistance à la sécheresse, un système racinaire toujours plus développé, un stay green, on dit donc le fait que la plante va rester verte le plus longtemps possible, malgré des conditions sèches. On va travailler pour les fourrages, la qualité alimentaire, pour avoir une meilleure production de lait, une meilleure production de viande. On va travailler des caractères précis. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de travailler des caractères de blancheur du grain pour la production de farine, pour se rapprocher de plus en plus visuellement d'une farine blanche, d'une farine de blé pour le consommateur. Et alors en 2021, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au sorgho? Qu'il soit encore plus connu, encore plus développé en France? Alors, qu'il poursuive son développement en France, puisque les surfaces ont doublé maintenant en plus de 3 ans. On a passé la barre des 100 000 hectares. Donc le sorgho continue son développement, que de plus en plus d'agriculteurs augmentent leur rotation et rajoutent cette culture dans leur rotation parce qu'elle va leur apporter de la sécurité, elle va leur apporter de la diversité également. Et puis que le sorgho se retrouve de plus en plus sur nos tables, puisque aujourd'hui l'alimentation humaine en France est anecdotique au niveau du marché, mais peut-être que demain, dans le cadre du développement du végétal dans notre alimentation, il aura probablement une place de choix. Et ce sera sûrement grâce à cette émission d'ailleurs. Merci beaucoup Julie Toussaint, directrice de Semences de Provence, et merci également à vous Laure Pitroy, responsable marketing et commercial de Semences de Provence également. Il me reste à vous remercier bien sûr, chers amis, d'avoir suivi cette émission, et puis on se retrouve très vite. Bye bye.